Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Ne fais pas la blague, ne fais pas la blague, ne fais pas la blague. Car Horizontal. Acteur studio, hein. Car Vertical vous propose de vérifier le numéro VIN du véhicule ou la plaque d'immatriculation que vous souhaitez acquérir. Et il vous permet d'obtenir un rapport détaillé sur l'historique du véhicule. Vous verrez ainsi plus facilement si la voiture a un compteur kilométrique trafiqué, des dommages potentiellement lourds ou si la voiture a été volée. Grâce à Car Vertical, vous pourrez avoir un meilleur historique des véhicules que vous voulez acheter. Par exemple, on va prendre cette Audi RS4. Mais non, comment elle est propre! Eh, c'est la caisse de mes rêves. RS4, ça tue. L'annonce a l'air cool, hein. Ça, c'est le genre de véhicule que vous pouvez retrouver sur le marché de l'occasion. En utilisant Car Vertical, vous pourrez voir que dans son passé, la voiture a été gravement accidentée. Et ça tapait fort, hein. Plus que dans ta mère. Let's go. Grâce à Car Vertical, vous pourrez aussi voir que la voiture a fait un petit passage en Serbie. Soum soum. La voiture a fait le tour du monde! Utilisez le code Sylvain pour bénéficier de 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Et si Car Vertical ne trouve rien, votre rapport est remboursé automatiquement. Un bonheur! Merci à Car Vertical et bonne vidéo! Je suis sûr que vous avez déjà eu des idées de merde dans votre vie. C'est la pire introduction qu'on ait jamais faite. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis un peu content parce qu'on va parler des pires idées du sport automobile. Ouais, alors on avait déjà fait les pires triches, c'est-à-dire les gens qui avaient été les plus ingénieux possibles pour tricher. Ce qui, comme je vous l'expliquais dans cet épisode, est déjà un exploit parce que ça demande parfois plus de cerveau de tricher que de respecter les règles. Mais cet épisode-là va peut-être vous faire changer d'avis parce que cet épisode-là va mettre en avant les idées les plus saugrenues du sport auto. Genre ce truc-là. Attends, je vais zoomer. Je peux pas le zoomer. Et ouais, c'est toujours aussi immonde. Vous avez forcément déjà eu des idées qui vous semblent incroyables, révolutionnaires, géniales. Attention, je suis pas là pour me moquer. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en général, quand on a une idée et qu'on la voit appliquée nulle part ailleurs, c'est qu'il y a une raison. En fait, il y a un biais humain qui est assez simple, c'est que si on a une idée, mais qu'on la voit pas appliquée quelque part, on va avoir tendance à penser qu'on est un génie. Tu sais, c'est exactement le même genre d'idée avec l'aimant et la voiture. Et normalement, l'aimant est censé attirer la voiture et ça marche à l'infini. Voiture, aimant. Vous avez jamais vu ça? Ben non! En fait, il y a eu trop d'avancement, il y a eu trop de gens qui ont réfléchi à plein de trucs pour que personne n'ait eu l'idée. Alors attention, ça arrive encore, mais je veux dire, ça arrive à hauteur de 0,000. Sauf que de façon générale, si vous voyez une idée qui n'est pas appliquée quelque part, c'est probablement que votre idée, c'est de la grosse merde. J'en sais rien, mais par exemple, si tu te poses la question pourquoi il n'y a pas de voiture qui marche genre à l'uranium, bah c'est peut-être parce que c'est une idée de merde. Tu vois Jean-Jacques qui va au travail avec un cœur en plutonium 72 dans sa Clio 7. Et dans cet épisode, j'aurais pu vous parler de plein d'idées complètement saugrenues. Par exemple, la voiture à ventilateur de ce bon vieux Gordon Murray. Je vous en avais déjà parlé, mais le pire, c'est que ça marche. Coller un ventilateur géant derrière une Formule 1, ça l'a fait effectivement avancer plus vite. Je vous avais déjà parlé des Formule 1 à 6 roues, vous savez, les Tyrrell, avec 6 roues. Alors ça, autant le ventilateur juste avant, ça marche, autant les Formule 1 6 roues, c'est là. Ça a existé. L'important, c'est de participer. Il y a une phrase de loser, ça. Elle est super, ta Formule 1. Elle est géniale, elle est magnifique, hein. Puis t'as 6 roues, là, t'as l'air con, là. J'aurais aussi pu vous parler de la Peugeot 9X8, une hypercar récente qui se passe de toute aérodynamique extérieure. Il n'y a pas d'aileron. Tu sais, ça doit faire combien? 70 ans qu'on met des ailerons sur les voitures pour les faire aller plus vite. Peugeot, ils se sont fait non, nous, il n'y aura pas d'aileron. Bon, voilà, ça n'a pas marché. Bon. Et typiquement, la 9X8, je trouve que c'est l'exemple parfait. Je sais que personne n'a envie d'être le mouton, le mec qui suit bêtement. Ah bah, ils mettent des ailerons depuis super longtemps, je vais faire pareil. Mais si on fait ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est souvent bien. Et pour commencer sur ce registre des idées sur le papier incroyable, j'aimerais vous parler d'une voiture, la Peugeot 307 WRC. Je vous parlerai en détail un peu plus tard du groupe B. Je sais que je vous en parle à chaque putain d'épisode, mais c'était trop bien! Si jamais vous aviez raté le groupe B, c'est globalement l'un des âges d'or de l'histoire du rallye. Vous preniez des voitures de 5 à 600 chevaux avec des pilotes complètement fous et ça donnait des combats de gladiateurs dans des bagnoles. Il est possible que ça s'est arrêté parce qu'il y a eu plein de morts, aussi bien côté pilote que côté spectateur. Il y a des images de morceaux de gens coupés dans des voitures. Bon, j'en parlerai plus tard. Je vais vous remettre un peu de contexte, mais on oublie parfois que Peugeot en rallye, ils ont fait des trucs de fou. En 85 et 86, c'est-à-dire la dernière année du groupe B, c'est Peugeot qui a gagné, avec la 205 Turbo 16 Evo 2 qui était...
frappe atomique. Il s'avère que c'est une voiture que j'ai déjà conduite dans ma vie, oui voilà. Même si la 205 Turbo 16 de groupe B a fait énormément de bruit, on oublie également que Peugeot, au début des années 2000, il matraque tout le monde aussi. Vous avez forcément déjà vu cette 206 WRC argentée. Elle était incroyable. En plus, ce que j'aimais vraiment dans cette période de début 2000, c'est que c'était soit Sébastien Loeb sur Citroën qui gagnait, soit Peugeot qui gagnait, ce que Citroën ne gagnait pas. On a enchaîné plusieurs années dans le championnat du monde des rallyes, c'est-à-dire où tout le monde peut venir, où en gros les autres qui n'étaient pas français venaient faire de la figuration. C'est-à-dire, ils venaient avec des caisses et ils disaient « Ah bah peut-être que Citroën gagnera pas, auquel cas ça sera Peugeot, tu vois, et on peut peut-être faire troisième !» Et on arrive en 2003. Peugeot doit faire face avec sa 206 WRC à la Xara WRC. Et d'ailleurs, l'année 2003 sera l'une des années avec les plus belles bagarres de l'histoire du rallye. Et en 2003, Peugeot, ils sont un peu colères parce qu'ils ont une voiture qui est vraiment bien, des pilotes qui sont vraiment bons, mais Citroën en face, ils sont vraiment très forts aussi. Surtout qu'en 2004, Citroën annonce du lourd. Ils vont encore améliorer la Xara WRC et Sébastien Loeb est encore plus énervé. Donc si Peugeot veut gagner, il va falloir sortir une voiture incroyable. Attends, ils ont peut-être pas eu le mémo du coup. Ah merde. Pour l'année 2004, Peugeot ne veut pas se contenter d'améliorer leur 206 WRC, qui pourtant est très performante. Ils vont sortir un nouveau modèle qui sera encore plus performant. Ce sera la 307 WRC. À l'époque, effectivement, dans la gamme de Peugeot, on trouvait la 307. C'est une berline compacte, très classique, qui a rien demandé à personne. Et personnellement, je trouve que c'est une merde infâme. C'est lourd, c'est pas fiable, c'est mal motorisé. La version plus performante, elle fait 180 chevaux, quoi. Quel est le concept de s'engager en championnat du monde des rallyes, de matraquer absolument tout le monde avec ta 206 WRC et te sortir cette daube? Attention, il y a les puristes. Pardon, excusez-moi, il y a une version féline à 175 chevaux. C'est la merde, ta version féline, enfin. S'en branle. Le camion poubelle qui passe tous les matins est plus performant. Alors attention, même si la 307 de Monsieur et Madame Tout le Monde n'est pas extrêmement réussie, une voiture de rallye, c'est vraiment différent quand même. Genre, la Xara WRC n'a rien en commun avec la Xara qu'on trouve sur la route. Et ça n'a pas empêché la voiture de gagner plusieurs fois. Donc techniquement, tu te dis, prendre une 307 pour faire une bonne base de rallye, ça marche. Et oui, je suis super d'accord avec ça. Alors le truc, c'est qu'en 2004, Peugeot, ils ont deux contraintes. La première, c'est que la réglementation en rallye va imposer d'avoir une longueur minimum. C'est ce qui avait conduit d'ailleurs Peugeot à fabriquer la 206 GT. Alors je vous mets quelques images, ça a vraiment existé, c'est juste que comme la 206 de base était trop petite, il fallait la rallonger. Ça donnera d'ailleurs une série limitée pour l'homologation avec les mêmes pare-chocs que la version de rallye. Parce qu'il fallait juste que la voiture, elle soit plus grande. Aujourd'hui, c'est un collector. Si vous trouvez une 206 GT, n'hésitez pas. Et en plus de cette réglementation, Peugeot doit faire face à autre chose. Dans la gamme, ils ont sorti un dérivé de la 307 qui s'appelle la 307 CC pour coupé cabriolet. Un coupé et un cabriolet 307 CC. Sur le papier, c'est super puisque t'as une voiture qui est super polyvalente. T'as deux voitures en une. Par rapport à la capote, t'as aucun problème d'étanchéité, aucun problème de vandalisme et surtout, c'est super confortable. Que quand t'as une capote en toile, ça arrive que ça siffle un peu à cause du tissu. Alors qu'avec du métal, pas du tout. Sauf que dans les faits, prendre un toit et le rendre pliable dans un coffre, c'est super compliqué, super lourd et ça implique de faire un truc qui est potentiellement super pas fiable. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des CC qui ont cette gueule là. En général, ça va avoir une tendance à te faire un énorme cul pour ranger le code dedans. On va être très clair, la 307cc est moche. Et si tu cumules la ligne de la voiture qui est dégueulasse, le poids en plus qui fait que la voiture est encore plus lente, alors qu'elle est déjà super mal motorisée de base, et que le tout n'est ni fiable ni étanche, la 307cc, disons pour être poli, que ce n'est pas la meilleure vente de la gamme Peugeot. 3, quoi. Personne en voulait. La 307cc se vend très mal. Il faudrait donc quelque chose pour la mettre un peu plus en avant. Un programme de rallye par exemple. Et c'est comme ça qu'on arrive à la situation ubuesque où Peugeot va prendre pour base de sa voiture de rallye un cabriolet. C'est complètement con. S'il n'y a pas de cabriolet qui a remporté, genre je sais pas, les 24 heures du Mans, c'est probablement pour une raison, tu vois. Peugeot, tu perds la boule là. Personnellement, j'aurais tendance à appeler ça une idée de merde. Et si déjà visuellement c'est une idée de merde, il y a aussi une raison technique. Alors ça, c'est une voiture. Vraiment une voiture, c'est une boîte, on a compris. Le concept d'une boîte comme ça, c'est que c'est rigide parce qu'il y a 4 côtés. C'est-à-dire que si j'essaye de la déformer, j'y arrive pas vraiment parce qu'elle est bouclée aux 4 coins. Mais s'il me venait l'envie d'enlever le toit, à tout hasard, je sais pas, sur une 307cc, et ben ma boîte va devenir vachement moins rigide. En voiture, le toit est un élément nécessaire à la rigidité de l'ensemble. Genre ça vient fermer la boîte. Mais vous allez me dire, sur les cabriolets, on a bien enlevé le toit et les voitures ont l'air de rouler tout à fait normalement.
Jusqu'à une certaine limite. Alors déjà, les cabriolets que vous voyez dans la rue sont renforcés. Si on prend le même modèle en version coupée et en version cabriolet, le cabriolet pèsera toujours plus lourd. Alors que visuellement, tu te dis qu'il va peser moins lourd, parce qu'il y a moins d'éléments. Eh ben non. En fait, pour faire en sorte que la voiture reste rigide et accessoirement ne se casse pas en deux, les constructeurs renforcent les cabriolets à des endroits où ça se voit pas. En général, on trouve des renforts dissimulés dans le châssis et dans les montants de porte. Pour faire en sorte que la voiture tienne d'un seul bloc, même sans le toit. Et c'est pour ça que les cabriolets sont toujours plus lourds que les coupés. Vous pourriez également me dire, oui mais il y a des cabriolets qui vont super vite. Regarde chez McLaren ou chez Ferrari, il y a des voitures sans toit qui sont ultra rapides. Oui, mais toujours moins que les coupés. Encore une fois, si vous prenez le même modèle en version cabriolet et en coupé, le coupé sera toujours plus performant. Comme la voiture a un toit, elle est plus rigide. Et comme elle est plus rigide, elle tient mieux la route. De façon générale, un cabriolet qui va vite, c'est une connerie. Je trouve ça génial, mais c'est une connerie. Rouler vite en cabriolet, c'est le même concept que de courir en escarpin. C'est possible, c'est pas le problème. C'est juste que c'est vachement plus chiant qu'une paire de baskets. Et ben chez Peugeot, en voyant ça, et ben ils l'ont pris quand même. Alors rassurez-vous, la 307cc WRC n'est plus du tout un cabriolet. Il n'y a plus d'histoire de toit qui s'enlève, c'est devenu un coupé. En fait, ils ont soudé un toit dessus et c'est devenu un coupé, point. Alors moi, ça me chafouine un tout petit peu, mais je sais que vous avez remis un toit et que vous l'avez soudé par-dessus. Je sais. Et c'est super, merci d'avoir fait ça. Mais quand tu pars d'une base d'un cabriolet, tu gardes quand même les inconvénients du cabriolet. Même si vous avez remis un toit en dur, ça reste une voiture qui était pas faite pour ça. Alors oui, je sais, ça peut marcher, je sais, et c'est sûrement ce qu'ils se sont dit chez Peugeot aussi. Je suis pas engagé en championnat du monde des rallyes, donc peut-être que j'y connais rien. Mais si j'ai envie de gagner, je partirai déjà d'une base la plus adaptée possible. Je sais pas, avant vous gagnez en 206, prenez la 207. J'ai l'impression qu'ils sont partis en mode difficile. Ils se sont dit, tu sais quoi, on va pas prendre une base d'une voiture qui va bien. On va prendre une base d'une voiture chiante qui a pas été faite pour ça. Comme sur moi, ça va nous faire encore plus de boulot, encore plus de budget. Et c'est comme ça que Peugeot va prendre la base de la 307cc WRC. Même si Peugeot prend cette base, ils savent qu'il va leur falloir un truc un peu novateur pour les différencier. Et un truc qui potentiellement va compenser les défauts de la base. Comme si ça ne suffisait pas de prendre pour base un cabriolet, Peugeot va avoir une idée saugrenue. Est-ce que vous voyez le concept de boîte de vitesse? Normalement, si vous avez déjà approché une voiture à moins de 5 km, vous devez voir de quoi je parle. Le principe du moteur thermique, c'est qu'il fonctionne sur une plage de régime. En général, pour un moteur essence de base, on va être entre 1000 et 6000 tours. Mais il n'est pas performant partout. Il va donner le meilleur de lui-même entre 3500 et 5000. C'est ce qu'on appelle la plage de couple. C'est là où mon moteur donne le meilleur de lui-même. Ça me sert à rien d'être en dessous, ça me sert à rien d'être au-dessus, il faut être dans cette plage. Une boîte de vitesse me permet de multiplier les rapports pour pouvoir jouer le plus possible sur cette plage de couple. Si j'avais une seule vitesse, je serais obligé d'utiliser ma plage de 1000 à 6000 et donc d'utiliser les moments où mon moteur il est pas très performant. Alors que si j'ai genre 6 vitesses, je peux passer 6 fois par-dessus la plage optimale entre 3500 et 5000. J'ai le même moteur, mais je l'ai rendu vachement plus performant. Alors la boîte de vitesse, c'est une invention formidable à un détail près, c'est qu'il faut les passer les rapports. Quand je suis arrivé à la fin de ma vitesse, il faut que je passe à celle d'après. Et ça prend du temps. Sur une voiture de rallye, un passage de vitesse, c'est environ 0,2 secondes. Entre le moment où j'actionne le passage de rapport et le moment où la vitesse est effectivement enclenchée, il y a 0,2 secondes où il se passe rien. Alors oui, la voiture continue d'avancer sur son élan, mais elle accélère plus. Pareil au freinage, où quand je rentre un rapport, je perds 0,2 secondes, où il se passe rien. D'un côté, 0,2 secondes, c'est un peu plus long qu'un clignement d'œil. C'est rien du tout. Mais 0,2 secondes par passage de vitesse, ça peut commencer à faire beaucoup de temps. Et quand tu sais que sur une spéciale de rallye, tu vas changer de rapport 150 fois, 0,2 secondes fois 150, ça commence à faire beaucoup. Et Peugeot, en voyant ça, ils ont une idée. Déjà, Peugeot va calculer qu'une boîte 4 par rapport à une boîte 6 va leur permettre d'économiser jusqu'à 30 passages de rapport par spécial. Et que ça pourrait leur faire gagner au total jusqu'à 6 secondes. 6 secondes sur une spéciale de rallye, c'est immense. Et c'est pas tout. Comme la boîte n'a que 4 vitesses, elle est plus petite qu'une boîte à 6 vitesses. Et donc elle est plus légère. Et elle est également plus simple, donc plus fiable. Et voyant tous les avantages potentiels sur le papier, Peugeot va mettre dans son cabriolet de rallye une boîte à 4 vitesses. J'arrive pas à savoir si c'est du génie ou si c'est profondément stupide. Et c'est comme ça que Peugeot en 2004 va arriver avec sa bonne boîte 4 sous le bras, comme dans les années 80. Incroyable. Sur le papier, il y a 6 secondes de gagner en faisant rien. C'est ce que je trouve merveilleux, c'est la distance qu'il y a entre l'idée de la boîte 4 qui est incroyable, qui est genre là, et les faits où c'est même pas parce qu'il y a un mur. En plus, c'est pas porteur, on pourrait le péter. Bah ça n'a pas marché, évidemment. En plus, je les connais super bien, Peugeot, ils sont vraiment cool. Franchement, c'est un super partenaire. Mais si vous avez besoin d'un ingénieur, n'hésitez pas, je suis là. Je vais attendre ici. Bah je vais me mettre là, voilà. L'avantage, c'est que je suis devant la porte. Vous pouvez pas sortir sans me proposer un job.
Je suis pas pressé, hein. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais la saison 2004 a été catastrophique. Avant de tirer sur l'ambulance, j'aimerais quand même préciser un truc ou deux. Rassurez-vous, Peugeot, ils sont quand même pas si cons. Déjà, le concept de multiplier les vitesses sur une voiture, c'est relativement récent. Et si aujourd'hui on voit des voitures avec des boîtes 8, 9, voire même 11, à l'époque c'était pas quelque chose d'évident. En 2004, il y avait encore beaucoup de voitures qui sortaient avec des boîtes 5. La McLaren Mercedes SLR par exemple, qui est l'une des supercars les plus performantes de l'histoire, avait 5 vitesses. Et ça n'empêchait pas d'en faire une voiture ultra rapide. C'est pour ça que si aujourd'hui on a prouvé que multiplier les rapports dans une boîte de vitesse c'est forcément gagnant, à l'époque c'était pas un calcul qui était si évident que ça. Oui, plus de vitesse, c'est en général plus confortable pour les voitures de route. Et effectivement, sur certaines phases d'accélération, c'est un peu plus performant. Mais si tu optimises ta voiture pour fonctionner avec cette boîte 4 dans un usage très précis qu'elle rallie, à l'époque, on se disait qu'il n'y avait pas forcément de raison que ça marche pas. Et en plus de ça, j'ai omis de vous partager un petit détail, c'est qu'elle aurait pas dû sortir exactement dans cette configuration. Peugeot, à la base, avec l'idée de la boîte 4 vitesses, voulait implanter une technologie de double embrayage, exactement comme en Formule 1. En fait, ils ont vu qu'en Formule 1, il y avait des prototypes de voitures à double embrayage qui étaient vachement efficaces. Et l'idée, c'est qu'ils devaient avoir une boîte 4 et le double embrayage. Sauf qu'ils étaient pas prêts à temps. Peugeot ayant été retardé sur la conception du châssis, je sais pas, peut-être à tout hasard parce qu'ils sont partis sur une base de cabriolet, a pris beaucoup de retard dans le développement de la boîte de vitesse. Et si le concept du double embrayage n'était pas prêt à temps, ils ont gardé le concept de la boîte 4. Ça fait une partie du chemin, mais pas en entier. Mais ça n'a pas marché, évidemment, hein. Ah, puis en plus, attends, c'est pas fini. La voiture, elle est pas fiable. En raison principalement de sa boîte de vitesse. Marque française, on soutient. Cette boîte de vitesse, elle est pas fiable, elle explose. Un peu de sérieux. En plus, elle est pas fiable, peut-être. Alors, au moins, il y a un truc qui était bien avec la 307cc WRC, c'est qu'elle était mauvaise, mais de façon très homogène. Le premier point qui a coincé avec la 307cc, c'est que les pilotes l'aimaient pas du tout. En fait, les pilotes qui étaient habitués à la 206 WRC, qui était super, tu vois, la caisse, elle est incroyable. Et ils l'ont remplacée par une caisse plus lourde, plus grande, avec une boîte de vitesse de merde et pas bien équilibrée parce que c'est un cabriolet. D'un côté, j'ai beaucoup de peine pour les pilotes, de l'autre, on a des images qui sont incroyables, hein. The steering arm is broken. Rothenberg had to stop on the stage and take off the wheel so he could continue. That cost him 16 minutes and he drops right down to 22nd place. Marcus, you lost the lead and a lot of time. What happened out there? I have no power steering anymore and I am quite tired now. Je précise que les pilotes ont des contrats qui leur interdisent de cracher sur la marque pour laquelle ils conduisent. Donc quand un pilote est tellement énervé qu'il crache sur la voiture qu'il est en train de conduire, c'est qu'il est vraiment très colère. We still have 3 kilometers to go and we have only gear number 3. Rothenberg is really struggling. No guess, no power steering. I'm fed up with this car. Your time's still pretty good. I don't care anymore because I have no clutch. This isn't looking good. C'est toujours interdit par le contrat, par contre. Par-dessus ça, mais une évidence supplémentaire, bah la boîte 4, ça marche pas. En fait, justement, en rallye, les pilotes ont besoin d'avoir plein de rapports pour être sûrs d'avoir une réponse, quelle que soit la situation. Et là, les pilotes se retrouvent tout le temps face à une voiture qui coopère pas. La voiture a jamais le bon rapport adapté à ce qui est en train de se passer. Et forcément, la voiture n'est pas performante. J'aime bien le concept d'avoir inventé la boîte de vitesse pour être toujours dans la bonne plage et l'avoir complètement tuée avec le fait de mettre pas de vitesse. C'est une boîte de vitesse sans l'intérêt. C'est comme si je rajoutais des phares sur ma voiture, mais que je mettais pas les ampoules dedans. Putain, autant je vous dis que c'était pas évident, quand même. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il y avait du pinard à l'apéro. Voilà, je ne vois pas autrement. Les mecs étaient ivres. Ils étaient complètement secoués. À la fin de la saison 2004, Peugeot expliquera que s'ils ont gardé le concept de la boîte 4, c'est parce qu'ils avaient à la base une boîte 5. En fait, la boîte 5 qu'ils avaient développée sans système double embrayage n'arrêtait pas d'exploser. Ils n'arrivaient pas à la rendre fiable. Donc la solution la plus simple a été de rendre les pignons à l'intérieur plus épais. Et comme ils l'ont rendu plus épais mais que la boîte de vitesse faisait toujours la même taille, ils ont enlevé un rapport. Avec la place qu'ils ont gagnée en enlevant un rapport, ils ont fait des vitesses plus grandes et ils ont eu une boîte 4 plus fiable. Bon bah non du coup. Mais en 2005, Peugeot a appris de ses erreurs. Peugeot a développé pour cette année-là une boîte à 5 vitesses. Enfin! Ça y est, les problèmes sont résolus. T'as entendu Flavio? Ils en ont 5 maintenant. C'était de la merde, tout pareil. C'était à chier. En 2005, Peugeot ne fera pas une saison si pourrie puisque la voiture finira deuxième au championnat. Déjà, ils sont loin derrière Citroën qui est premier, et deux, possiblement aussi parce qu'il n'y avait pas trop de concurrence. T'es deuxième à la condition qu'il n'y a personne à ta place. Donc bon. Allez les enfants, est-ce que vous voulez savoir comment ça s'est fini en 2005? Peugeot s'est retiré du rallye. En fait, à la base, ils avaient déjà prévu de se retirer pour laisser la place à Citroën qui gagnait tout. Et ça servait à rien d'avoir deux marques dans le même groupe qui gagnent tout. Même si dans les faits, ils étaient censés se retirer plusieurs années plus tard. Pas genre là, quoi. Mais disons que voyant que la voiture fonctionnait pas du tout et que c'était un gouffre financier, ça a achevé le truc. Écoute Michel, on arrête le pinard à l'apéro, mais on arrête même l'apéro en fait. C'est fini. Eh les mecs!
Comme ça l'idée. T'imagines que la voiture était tellement mauvaise que ça a enterré Peugeot en rallye. Ils ont arrêté quoi. Et si vous aviez trouvé que l'exemple de la 307cc était incroyable, laissez-moi vous parler de la Nissan Delta Wing. Delta Wing. Premier degré, on dirait la voiture de Batman. Comme s'il avait plus de budget, tu vois. Si elle pouvait consommer moins la Batmobile, ça m'arrangerait. Je vous en parlerai peut-être un jour dans un épisode vraiment dédié à Nissan, mais Nissan et l'endurance, c'est quand même une histoire d'amour. Dans son histoire, Nissan a participé à beaucoup de courses dans des catégories différentes et même jusqu'au plus haut niveau avec les 24 heures du Mans. Alors, Nissan, ça fait des années et des années qu'ils essayent de gagner un truc aux 24 heures du Mans. Et ils ont essayé avec plein de trucs. Rappelez-vous dans Gran Turismo, la R390 GT. Voiture développée spécialement pour gagner aux 24 heures du Mans. Ils ont fait 3e une fois, ce qui est pas si mal en vrai. Bon, ils ont réessayé quelques années plus tard avec la GTR LM Nismo qui a participé. J'avoue avoir un petit faible pour les histoires des gros flops, quand vraiment c'était nul à chier. Bon bah la GTR LM Nismo, ouf. J'aime bien parce qu'en 2015, Nissan a engagé 3 voitures comme celle-ci aux 24 heures du Mans. 2 ont abandonné et la 3e a terminé non classée. Elle a eu plein de pannes pendant la course, elle a passé pas mal de temps au stand et elle a fini avec 153 tours de retard sur la voiture qui a gagné. Et puis les tours des 24 heures du Mans, c'est pas le parking du Cora, hein. 7 heures de retard. 7 heures. En 2015, Nissan a inventé un nouveau concept, c'est les 31 heures du Mans. Et entre toutes ces tentatives un peu foirées, Nissan en a une incroyable. On est en 2009 avec un certain Ben Bowlby. Ce bon vieux Ben adore le sport auto et Ben, il aimerait bien aller se taper dans les grosses catégories. Mais il en a ni les moyens, ni l'ingénierie. En fait, le problème, c'est que déjà à cette époque, les voitures des plus hautes catégories, c'est des monstres. Tu sais, tu peux plus faire comme dans les années 60 ou 70 où t'arrivais à engager un prototype et bam, ça donnait un truc qui tenait à peu près la route. En 2009, les machins qui sont engagés en LMP1 ou en IndyCar, c'est des missiles les trucs. Ben il est gentil, mais Ben il est un peu largué. Et Ben va partir de cette fameuse idée magique, l'idée que lui seul aurait eue, mais pas les autres. L'idée qui va faire de lui un gagnant, alors qu'il a moins de puissance, moins d'aéro et moins de moyens que les autres. David contre Goliath. Il est possible que Ben se prenne un peu pour un déglingo et Ben va lancer comme ça la Delta Wing Racing Team. En vrai, tu rajoutais un 3000 et c'était incroyable. Delta Wing Racing Team 3000. Mec, t'as une voiture qui s'appelle Delta Wing, évidemment que tu vas gagner. Delta Wing. Et attention, accrochez-vous sur le papier, l'idée de Ben, elle est incroyable. Prenons par exemple les 24 heures du Mans. Dans les grosses catégories, c'est-à-dire les voitures qui se battent pour la victoire, et dans les grosses écuries, c'est-à-dire les écuries avec un gros nom dessus, genre Porsche, Toyota, Ferrari, c'est-à-dire pas des peintres, genre des pros de chez pros, les voitures vont passer entre 30 à 40 minutes au stand. Si on prend par exemple l'édition 2016 des 24 heures du Mans, la voiture victorieuse, c'est-à-dire la Porsche 919 hybride, a passé 38 minutes et 8 secondes au stand. C'est-à-dire que sur les 24 heures de la course, la meilleure voiture avec la meilleure équipe va quand même passer 40 minutes au stand. Il y a 40 minutes où la voiture est à l'arrêt total. 40 minutes pendant lesquelles l'écurie change les pilotes, change les pneus, les freins et ravitaille en carburant. Et Ben, il a bien remarqué ça. Autant il y a des arrêts qui sont obligatoires comme le changement de pilote par exemple qui est dans le règlement, autant si ta voiture ne bouffe pas de pneus et bouffe pas d'essence, pas besoin de t'arrêter. Imaginons que tu arrives à fabriquer une voiture qui consomme 2 fois moins de carburant que les autres. Et bah dans la théorie, ta voiture s'arrêtera 2 fois moins que les autres. Et sur le papier, Ben va faire un calcul très simple. Peut-être qu'il sera pas aussi performant que les autres, mais Ben il s'arrête jamais. Et pendant que les autres vont passer 40 minutes au stand, Ben il tourne et Ben il gagne. Sur le papier, vraiment, il a jamais gagné. On est dans un épisode sur les idées à la con. Ben Bowlby va fabriquer un prototype pour essayer de le faire passer à la production. Et pour l'anecdote, il ira même voir un certain Don Panos. Si vous avez joué à Midnight Madness 2, normalement vous voyez à peu près ce que c'est une panose. Sinon, vous êtes comme 99% des gens, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ce que c'est, et en même temps, on s'en bat un peu les couilles. Don Panos, c'est un riche entrepreneur américain qui est complètement fou. Et il a couché de 2-3 machins V8 complètement cons. Alors, autre anecdote, Don Panos, c'est le mec qui a encore aujourd'hui le brevet du patch à la nicotine. Et il s'est fait un pognon avec ça, putain. Pendant un temps, Don Panos a même fabriqué lui-même ses voitures pour aller participer à des compétitions. Et il a même gagné plusieurs fois. Et disons que dans le milieu, Monsieur Panos, il connaît un peu tout le monde. Et c'est comme ça que Monsieur Bowlby et Monsieur Panos vont être amenés à rencontrer les organisateurs des 24 heures du Mans. Et alors, me demandez pas comment, mais les deux vont réussir à obtenir un engagement pour ce truc.
Je sais pas ce qu'ils se sont racontés dans la réunion, je pense que c'était à base d'armes à feu sur la tempe parce que je vois pas comment tu peux homologuer un machin comme ça en compétition, mais c'est passé. Je pense qu'ils sont arrivés avec un PowerPoint avec ça, en disant Hello friend, we want to race this thing. Do you want? It's a vélo wheels, hein? The same of the Decathlon en bas. Don Panos et Ben Bowlby obtiendront en 2012 un engagement pour le projet Delta Wing. Genre l'organisateur des 24 heures du Mans a considéré que ça, c'était ok pour participer. On va le voir juste après que c'est une idée de merde, mais Ben, il a quand même un sacré papier dans la main. Ben a quand même obtenu une place sur la grille, ce qui en vrai est pas facile à avoir. Et c'est comme ça que le projet Delta Wing va arriver sur le bureau de Nissan. Nissan, ils étaient un peu traumatisés par les 24 heures du Mans parce qu'ils ont essayé de prendre les mêmes recettes que les autres et ils sont jamais arrivés à faire aussi bien. Et c'est comme ça que l'idée de Ben Bowlby va faire tilt dans la tête des dirigeants de Nissan. Si se battre à armes égales ne marche pas, peut-être qu'il faut qu'on essaye de changer de stratégie. Et sur le papier, la Delta Wing a plein de trucs à faire valoir. Nissan va reprendre le projet de la Delta Wing et va le motoriser avec un 4 cylindres à litre 6 de 300 chevaux. Alors d'un côté, 300 chevaux, en vrai ça marche, surtout quand tu considères que la Delta Wing ne pèse que 475 kg. Mais en même temps, les concurrentes font 600 chevaux. Alors c'est vrai, elles font pas 500 kg, elles font quasiment une tonne. Ils font 600 chevaux quoi. Mais il n'y a pas que ça. La voiture est particulièrement légère mais aussi incroyablement aérodynamique. Là pour le coup ils ont été très factuels. Les 24 heures du Mans c'est surtout de la ligne droite. Tu roules. Et à un moment t'as beau être léger mais 300 chevaux contre 600 chevaux, tu vas pas faire long feu. À moins d'être super aérodynamique. Bien lancée, la Delta Wing peut atteindre 315 km/h. Ce qui n'est finalement pas si loin des concurrents qui font entre 330 et 340. Et cette aérodynamique réduite va aussi apporter d'autres avantages. Comme il y a moins de contraintes sur la voiture souffre moins et la voiture consomme beaucoup moins de pneus que les concurrentes. Et si tu cumules la consommation du moteur et des pneus qui est super basse par rapport aux autres, peut-être que la Delta Wing a sa carte à jouer en s'arrêtant 2 fois moins que les autres. Ça ne marche pas. Je sais que ça peut être extrêmement décevant et que c'est grave de se dire qu'un gros V8 qui fait 600 chevaux, même lourd, même plein de contraintes, ça va toujours plus vite qu'un truc intelligent. Je suis d'accord que c'est super décevant et que tu pourrais te dire putain, la voiture elle est toute petite, toute fine, super aéro, elle bouffe pas de pneus, pas de carburant, il y a vraiment un coup à jouer, peut-être qu'on peut se défendre face à ces gros V8 qui bouffent du carburant et du pneu. Non. 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 D'un côté, je suis incroyablement fan du projet Delta Wing. Déjà, rien que pour l'idée. Faut y penser, faut le mettre en œuvre, faut convaincre les gens, il faut que ça termine sur le bureau de Nissan. Et rien que pour ça, c'est ouf. T'imagines que ce truc qui ressemble à un gros suppositoire noir mat a fini par être engagé aux 24 heures du Mans. Et de l'autre côté, en 2012, quand Nissan arrive avec ça sous le bras, il est possible que les concurrents commencent à se foutre un peu de leur gueule. Déjà, un truc très simple, mais je vous montre cette photo qui illustre la différence de gabarit entre les bagnoles. Différence de gabarit qui s'explique à cause des toutes petites roues à l'avant, puisque pour faire une voiture ultra aérodynamique, il fallait avoir un avant tout petit, ce qui n'est pas un avantage en termes de tenue de route et de crédibilité. Et en termes de crédibilité, ça va pas s'arranger, puisqu'aux qualifications, la voiture va se classer 29e sur 56. En vrai, 29 sur 56, ça va. C'est un cœur de peloton, pour un proto qui fait sa première année avec des roues de vélo, c'est pas mal. T'as 300 chevaux, mais de toute façon, on savait qu'elle irait pas vite. Nous, c'est de l'endurance. Après, il y a quand même des voitures de catégorie inférieure qui se sont classées devant. Regarde, elle est là, la Delta Wing, en plein milieu d'une bagarre dans laquelle elle a strictement rien demandé. Regarde, ça se voit qui se traîne, c'est un truc de ouf. Waouh! Oh, le non-respect! Du coup, je vous mets les images du crash de la Delta Wing de 2012, puisqu'au 24 heures du Mans 2012, la Delta Wing s'est crashée, qui en réalité ressemble plutôt à un coup d'épaule pas très poli. Alors, pardon, mais l'image est incroyable. Mais le pauvre! Regarde! Il a déjà des roues de vélo, t'as vu ce qu'il lui a fait? Et en voyant ça, on se pose une question. Est-ce que la Delta Wing est une si mauvaise idée? Alors oui, clairement, c'est une idée de merde. Mais, disons que c'est pas horrible, mais c'est pas... La Delta Wing a eu un petit palmarès, notamment au Petit Le Mans 2012, où la voiture était partie 42e sur 42 dernière, mais a finalement terminé 5e. Certes parce que le circuit était favorable, certes parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents et beaucoup d'abandons dans cette course, mais quand même 5e. Et ce sera à jamais le meilleur résultat de la Delta Wing. Et le projet prendra fin en 2016, après que Don Panos et Nissan se soient pris la tête et définitivement rangé le projet Delta Wing au placard. Certes, l'idée n'était pas si mauvaise, mais remarquez quand même que depuis 2016, personne n'a
toucher au placard dans lequel elle est rangée. Hein. Flavio, il y a la Delta Wing dans le placard. Surtout pas, on va pas y toucher, t'es fou toi. Et c'est ainsi que se termine cet épisode des meilleures, pires idées peut-être. Alors je suis désolé, aujourd'hui il y en avait que 2, mais j'avais tellement envie de vous parler de ça. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à indiquer en commentaire les voitures ou les projets qui auraient pu faire partie de cette vidéo, et peut-être qu'il y aura un épisode 2, on sait pas. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dimanche à 20h sur Twitch et jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis gros bisous. Bowlby. Bon, allez, au revoir Delta Wing. C'est bien gentil. Et ça dégage, hein.